L'opérette est née au milieu du XIXe siècle en France et en Autriche. Elle a vécu un âge d'or jusqu'à la guerre de 14-18 qui met un terme à ce qu'on a appelé la Belle Époque. La Première Guerre mondiale, ses millions de morts, l'antagonisme franco-germanique vont bouleverser complètement la vie musicale et théâtrale en Europe. Après la victoire des Alliés, l'avènement de la Révolution russe et l'effondrement des empires allemands et autrichiens, les survivants d'une génération sacrifiée dans la guerre veulent tout oublier. En France, l'euphorie des années folles va se traduire par un regain d'immoralité dans l'opérette. Les femmes et l'argent redeviennent des thèmes récurrents. Fifi, une fantaisie qui se passe en Grèce antique, écrite par Albert Wilmetz et composée par Henri Christinet, est créée le 12 novembre 1918 à Paris, le lendemain même de la fête de la Victoire. Je la croisai l'autre soir, c'était à minuit rue d'Athènes, la voyant seule qui se promène, je lui dis mon enfant, bonsoir, j'ajoutais à cette heure indue, que faites-vous donc dans la rue, naïvement et sans savoir, elle dit je fais le trottoir. C'est-à-dire tout à coup, il y a la guerre, le massacre, l'Holocauste, l'horreur, les orphelins, etc. On veut se libérer, on veut se libérer. Comment se libérer le mieux qu'avec ça? Ce défouloir total, où on se moque de tout, de tout ce qu'on veut nous imposer comme des schémas d'anciens combattants. Bon. Devant la blancheur et l'éclat de son cou plus blanc que l'albâtre, je lui dis quel coup de théâtre, quel coup du ciel, quel coup d'état. Oh, dit-elle d'un petit air honnête, vous ne connaissez que mon coup de tête, mais vous serez chippé, je le crains, quand vous connaîtrez mon coup de rein. Pourquoi la partition de Fifi, qui est miraculeuse, la partition de Fifi est quand même un peu disparate, un peu dans tous les sens. Parce que jusqu'à Fifi, jusqu'à 1918, l'auteur était maître d'œuvre et écrivait ses couplets. Et le musicien les mettait en musique. C'est une gamine charmante, 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 qui possède une âme innocente, innocente. Wilmetz a créé le mot lyrics, qui a été introduit là dans le monde de l'opérette, et après on a fait d'abord la musique, et on a adapté les couplets sur la musique. C'est pour ça que le tournant est très important. Et on a fait chaque depuis, on a toujours continué. Elle répond au joli nom d'Aspasie. Fifi va rester à l'affiche des Bouffes parisiens avec plus de 1000 représentations, 3 ans durant jusqu'en avril 1921. C'est une gamine charmante et repris en chanson et va faire le tour du monde. Quelques années plus tôt, à Vienne, en 1915, l'époque n'est pas propice à la parodie. Créé en pleine guerre, peu de temps avant la disparition de François Joseph, le compositeur hongrois Emrich Kálmán popularise les airs de son pays natal dans l'opérette Princesse Xardas. Tout cela 4 ans avant la dissolution de l'Empire austro-hongrois qui ne survivra pas à la défaite.
Volksfest entstand ja, was ich weiß, vor dem Ersten Weltkrieg und war schon die kritische und ironische Vorankündigung des Ersten Weltkrieges. Ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Und da so eins, zwei, doch. Da küss ich doch. Da küss ich doch. Boni sagt klipp und klar, ganzes Dasein ist ein Schmarrn, aber mir geht's gut, ich genieße das Leben so, wie es ist. Und wir werden sehen, was kommt. Alle Librettisten waren Juden, die meisten Komponisten auch. Und einer der wichtigsten Librettisten, der lustigen Witwe, Victor Leon, hat es mal in Worte gefasst, unter Tränen lachen, bezogen auf die Geschichte der Juden, was die Juden schon seit 2000 Jahren, seit dem Verlust Jerusalems machen, nämlich unter Tränen lachen. Meiner Meinung nach hat Emmerich Karlmann das am schönsten in Musik gefasst. Und da ist die Czardas-Fürstin für mich auch so ein Werk, wo das auch szenisch zum Ausdruck kommt. Ja, immer mein Bruderherz, das ist, ja, da liegt dieser ganze jüdische Weltschmerz und der jüdische Humor zusammen. Mein Vater hatte eigentlich wirklich in seinen Melodien absolutes Operettengespür, während das bei Leha nicht so sehr vorkommt. Der Unterschied vielleicht liegt daran, dass Leha mehr zur Oper tendierte und mein Vater echte, gesunde Operetten komponiert hat, richtige Operetten, während Leha immer wieder das Tragische bevorzog. Après le phénoménal succès de La Veuve Joyeuse, Franz Lehár continue de composer dans l'entre-deux-guerres plus d'une trentaine d'opérettes. En inaugurant l'opérette exotique, chaque œuvre de Lehár ressemble à un voyage. Après avoir triomphé en pays germanique, grâce à Richard Tauber, l'acteur fétiche de Lehár, le pays du sourire va connaître, malgré un livret laborieux, un succès mondial et s'imposer même dans le répertoire français. Frasquita, que Franz Lehár dirige dans cette adaptation au cinéma des années 30, a été créé en 1922 à Vienne et sera joué avec succès en 1931 à Paris. La deuxième partie de la carrière de Lehár est dominée par ces grandes opérettes vocales où les gens pleurent. Alles drum vergiss. Wüsst ich, wer morgen mein Herz begehrt, das dann für immer ihm gehört und da es ihm gewährt. Muss du ganz nicht geben, muss weh, sollst du nur atmen, leben, Du côté viennois, à un moment donné, c'est ça qui va dominer. Ça va rester léger, dansant, enfin toutes les qualités de l'opérette, mais on y ajoute une espèce de fausse sentimentalité. Quelquefois, les thèmes de l'opérette résonnent curieusement avec l'histoire. Quand Franz Lehár fait représenter pour la première fois à Berlin le Tsarévitch en 1927, 10 ans après la victoire de l'insurrection bolchevique en Russie, le régime stalinien s'est imposé
et l'histoire de la famille impériale russe s'est transformée en tragédie. Pour le public berlinois, après la révolution à Berlin et Francfort en 1918, l'opérette viennoise sonne comme un écho de l'effondrement du régime impérial allemand. En revanche, dans la France des années 20, la révolution est d'ordre musical. Pour la première fois, une artiste noire, Joséphine Baker, triomphe sur les planches européennes. Avec la déferlante du jazz américain, l'énergie et les nouveaux rythmes font oublier la crise économique internationale d'une Europe épuisée et endettée par la Grande Guerre. Parce que jusqu'à présent, jusqu'alors, la musique n'était pas très syncopée. Et tout d'un coup, le jazz band, le jazz band est arrivé, le style New Orleans est arrivé, et là, ça a tout changé. Ça a donné le rythme à des partitions qui n'en avaient plus. Le premier, le seul, le vrai paradis, c'est Paris. Qui le premier lance, le dernier cri, c'est Paris. Que les voix se confondent pour affirmer qu'en ce monde, c'est l'endroit béni d'où toujours l'ennui, grâce à Dieu, sera banni. Qui de rien s'est fait. Là-haut, c'est le paradis où le héros est accueilli par Saint-Pierre, mais un paradis qui ressemble furieusement au Casino de Paris. En 1923, c'était Maurice Chevalier qui tenait le rôle, ici interprété par Marcel Amont. Là-haut va connaître un succès phénoménal, autant pour l'originalité de ses couplets, signé Albert Wilmetz, que pour les ensembles trépidants du compositeur Maurice Yvain. Alors Maurice Yvain, mais qu'on ait pu oublier Maurice Yvain, mais c'est un grand de la musique. Voilà quelqu'un il aurait pu écrire des grands opéras, des oratorios, des messes, il pouvait sans problème. Et son talent s'est exprimé là-dedans. Où sont les lavabos? Là-haut. Y a-t-il le gaz et l'eau? Là-haut. Avec vos flocons moelleux, franchement dites moelleux, j'ai bien peur que ce ne soit humide un peu. Est-ce qu'on se lève tôt? Là-haut. Ah, quand reçoit-on les journaux? Là-haut. Entend-on le métro, les tramways, les autos? A-t-on le vrai repos? Là-haut. Mais c'est d'une science musicale, et c'est d'une drôlerie de Wilmetz, de musique, et le rapport entre la musique et les paroles. Attendez, c'est un monument. Si c'est vrai ce qu'on m'a raconté, enfin chez vous, je vais trouver des extases beaucoup plus belles qu'au paradis dit artificiel. Aucun fruit n'est plus défendu, on peut mordre sans être mordu. Toutes les blagues, les bêtises, je l'espère, sont permises. Soyez gentils, dites-moi si l'on m'a menti. Albert Wilmetz, qui est ce parolier des années folles, des années 30, qui est un type épatant, comme on aurait dit à l'époque. Non, mais un mélange d'homme d'affaires, puisqu'il était le co-directeur du Théâtre des Bouffes parisiens, d'entrepreneur de spectacle, comme on dirait aujourd'hui. Un peu le pendant d'Offenbach, c'est-à-dire quelqu'un qui prenait des risques, qui faisait confiance, qui n'hésitait pas à changer les équipes, à toujours être en avance d'un tempo pour pouvoir surprendre et séduire le public. Moi j'ai des terres, Moi des coupons, des tas de terres, des tas de coupons. j'ai tant de terres que je m'y perds. C'est comme moi dans mes coupons. Ah, quelle affaire, Quelle obsession. d'avoir des terres, Et des coupons. je gère mes terres, dans mes terres chères. Et moi je coupe mes coupons. Ceux qui font cas de la richesse ne savent pas, chère comtesse, les traques à les susciter la porte sans cesse. Ceux qui font cas de la richesse ne savent pas quelle richesse, la participa. Ah les millions, quelle affaire, quel pauvre, quel qui s'emploie. Au fond d'être millionnaire comme vous et comme moi. Ah les millions, quelle affaire, quel pauvre, quel qui s'emploie. Au fond d'être millionnaire comme vous et comme moi. Ah pour épargner ma chère, je donnerai ma chère. Ah, pour avoir aux affaires, je donnerai mon compte. Tous vos terres, tous mes coupons, tous vos terres, tous mes coupons. Tous vos terres, tous mes coupons, tous vos terres, tous mes coupons. Et on change de compositeur à chaque fois, puisque c'est aussi la richesse de cette époque-là, c'est qu'il y avait une profusion de compositeurs de cultures variées qui pouvaient se lancer dans le genre avec plus ou moins de succès.
C'est ainsi qu'un compositeur de formation classique, Reynaldo Hahn, se lance tardivement dans l'opérette. Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un beau voyage. Il connaît de grands succès avec Ciboulette, dont on apprécie le charme et l'esprit, tout comme avec Mozart, chanté par Yvonne Printemps sur un livret de Sacha Guitry, deux vedettes familières des théâtres d'opérette. En 1923, Sacha Guitry écrivait une comédie musicale, l'expression était alors nouvelle, destinée à mettre en valeur la ravissante voix d'Yvonne Printemps. L'auteur trouva son Offenbach dans le musicien André Messager, qui composa pour L'Amour masqué une partition qui allait faire les délices d'une génération. Cette œuvre vient d'être reprise à Paris et Jean Marais s'est vu confier le rôle tenu naguère par Sacha Guitry. Offrir son bras, c'est vraiment peu. Et puisqu'on peut offrir les deux, pourquoi faire à moitié les choses? Sacha, c'est Wilmès lui-même qui me l'a raconté, Albert Wilmès, le grand. Sacha lui donnait un premier couplet. Il écrivait « Mon Dieu que les hommes sont bêtes, mon Dieu que c'est bête un homme », et après il fallait faire un deuxième couplet. Et là, Sacha donnait à son ami d'enfance, mon père, Wilmès, le sujet, et Wilmès faisait les deuxième et troisième couplets. Il ne paraissait pas à l'affiche, mais c'est comme ça qu'ils ont fait les chefs-d'œuvre, en union, en osmose complète. Mon Dieu, que c'est bête, les hommes, ils me donnent la même somme, exactement par mois, et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois, et ma foi, ils me croient tous les deux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu que c'est bête un homme, mon Dieu que c'est bête un homme. Alors, à vous penser, deux. Depuis leur mariage en 1919, entourés de leurs témoins Sarah Bernard et Georges Feydeau, le couple triomphant que forme la diva de l'opérette Yvonne Printemps et son mari Sacha Guitry fera les beaux jours de la scène parisienne pendant plus de 10 ans, jusqu'au divorce en 1932. Les vedettes ont beaucoup de droits, sauf celui de se montrer telles qu'elles sont. C'est alors qu'Oskar Strauss, compositeur viennois qui, avec Rêve de valse, a connu un succès international 20 ans plus tôt, adapte en France pour le cinéma son opérette Trois valses. Une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi sérieuse, je dois jouir à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. 5 ans plus tôt, en 1930, un compositeur d'origine hongroise, Paul Abraham, surgit sur la scène viennoise. L'opérette Victoria et son hussard a déjà apporté argent et gloire à son auteur avant d'être jouée à Paris en 1933. Die Stärke von Paul Abraham war es, die Weisen seiner ungarischen Heimat, mit denen des Jazz auf eine sehr erfolgreiche Weise zu verbinden. Das andere ist, diese ästhetische Entwicklung mit der Revue-Operette und mit Abraham als bestimmt begabtesten Vertreter, die hat sich in der Nazizeit gerade durchgezogen.
Das süße Leben wird uns umgeben, wenn wir zum Broadway gehen. Konfetti-Regen schneit uns entgegen, wo uns die Leute sehen. Wir sind Stars in allem was. Wenn wir beginnen, ist man von Sinnen. Loin des réalités, tout comme le héros de son opérette, avec Champagne et Petite Femme, dans une sorte de rêve éveillé, le compositeur Paul Abraham brûle sa vie par les deux bouts. Mais au moment où la fascination pour le miracle économique américain est à son sommet, le krach boursier de Wall Street en 1929 transforme en cauchemar la crise économique européenne. En Allemagne, où l'hyperinflation avait atteint en 1923 des sommets inouïs et mis sur le pavé des millions de chômeurs, la scène berlinoise invente en 1928 une forme d'opérette engagée et satirique, l'opéra de Katsu. Der Haifisch, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mackies, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Quasi Gegenbewegung gab es dazu die Wiederentdeckung der Offenbachiade, einerseits durch Karl Kraus, andererseits aber auch durch das Musiktheater von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Die Dreigroschenoper sei genannt, das ja auf der Bettleroper von Pepusch basiert. Bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Und diese in den sozialen Brennpunkt 1928 übertragen hat und somit eigentlich das Kontrastprogramm zu der kitschigen, bunt ausgemalten Revue-Operette à la Paul Abraham ist. Wachte auf und war Geschäfte, Mackie, welches war dein Preis? En 1930, avec l'invention du cinéma parlant, la complainte de Mackie, tirée de l'opéra de Katsu, va connaître un succès international. Pabst tourne 2 adaptations, une allemande avec Rudolf Forster, Carola Neher et Lotte Lenya, ainsi qu'une version française avec Albert Préjean et Florel. Préjean, Florel, 2 vedettes de l'opérette française. Und das Interessante ist ja, dass das Publikum die Dreigroschenoper als Operette in Anführungszeichen durchaus rezipiert hat. Also es ging ja nicht, wie sich das vielleicht Brecht gewünscht hatte, es ging die Leute herein, um sich über sich selber zu amüsieren, über ihren Zynismus. Und das war ja schon bei Offenbach so. Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen ihn Ketten und bringen ihn mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden sie mich sagen hören, alle. Trois ans après le succès international du film de Pabst, la prise du pouvoir par Adolf Hitler en 1933 bouleverse aussi le monde de l'opérette en Allemagne. Après avoir installé une dictature avec le soutien de l'armée et ouvert les camps de concentration, il fait pourchasser les opposants politiques et les juifs. En Autriche, qui reste encore pour quelque temps un refuge,
Avant son annexion par l'Allemagne nazie, le spectacle continue à Vienne pour Emmerich Kallmann ou Paul Abraham. Und zum Beispiel in einem Stück wie Roxy und ihr Wunderteam finden sich sehr zynische Seitenhiebe auf das Nazi-Regime. Da kommt zum Beispiel zu Beginn des Stückes die Roxy in das Zimmer einer ungarischen Fußballmannschaft mit den Worten: Haben Sie für mich nicht ein Geheimfach, wo man sich diskret verstecken kann? Ab 1935 hatte es sich herumerzählt, dass mein Vater, wie Sie sagen, jüdischer Konfession war und seine beiden Mitarbeiter auch. Er wurde verboten in Deutschland und dann in jedem weiteren Land, also Österreich, der Tschechei, jedem Land, in dem Hitler eindrang. Je me réjouis beaucoup que la société musicale La Sérénade m'ait appelé à Paris pour faire connaître au public français qui a accueilli avec un tel intérêt mon opéra de 4 tours, mes 2 œuvres Mahagoni et Der Ja-Sager. Fuyant les persécutions, le Berlinois Kurt Weill ainsi que les Viennois Emmerich Kallmann et Paul Abraham ont rejoint Paris qui semble vivre dans l'insouciance. On y brocarde M. Hitler, son geste ridicule de la main, ignorant les camps de concentration qui se remplissent et l'armée allemande qui se renforce. Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je m'en fais pas. Faut pas s'en faire, la chanson interprétée par Maurice Chevalier au sortir de la guerre de 14-18 revient à la mode. Dédé, l'opérette de Wilmetz et Christinet dont elle est extraite, est adaptée au cinéma en 1934 avec Albert Préjean. Elle fait mouche dans une France en plein bouillonnement social, aggravée par une crise politique due au scandale financier et à la montée du péril fasciste. J'ai perdu 200 000 francs au baccarat. C'est bête. Alors quand j'ai voulu me refaire à Monte-Carlo... Ben, t'es encore plus bête que je croyais. En sortant du 30 et 40, je ne possédais plus un radis. De l'héritage de ma tante, tout autre que moi se serait dit. Je vais me faire souffler la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, empoisonner me fiche à l'eau, enfin des mots bien naturels. Moi voulant finir en beauté, je me suis fait à répéter. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Toutes ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Toutes les grandes opérettes, Pas sur la bouche, Dédé, tout ça a été tourné à l'époque. Et ça complétait les productions de province, car tous les théâtres de province avaient une troupe permanente, de troupe municipale permanente, et jouaient tout le répertoire de Paris. Racheter à Paris le matériel, décors et costumes, et jouer tout le répertoire de Paris, qu'ils complétaient après par les projections de cinéma. Au nom de la fédération, nous menons en délégation, faire au patron, exposition de toutes nos revendications. Nous n'admettons pas d'objection, nous exigeons sans restriction, l'approbation et l'adoption de toutes nos propositions. Je crois que l'entre-deux-guerres est une période où on passe de la guerre de 14 à la guerre de 40 en 20 ans. On a changé de monde en 20 ans. Primo et sans retard, la journée d'1h15. La journée d'1h15. Pulsion au minimum, 100 francs par jour et par homme. 100 francs par homme. Repos le samedi, congé le lundi et tous les après-midi. Les scandales financiers des années 20 ont été extrêmement retentissants. Et la libération des mœurs aussi. Denise, vous tombez exquise. Oh, si j'avais su. Vous avez du tout fait les hommes, vous êtes les rois, c'est entendu. Vous prenez tous les droits en somme, tout est amour, tout vous est dit.
Donc ce sont 20 années sur lesquelles il se sont passées tellement de choses qu'aujourd'hui, évidemment que ça résonne encore dans notre inconscient, et de voir comment les gens de l'époque le traitaient ne peut que nous amuser aujourd'hui. Il y a un effet de miroir qui est évident. Et les armées sont arrivées à Paris. L'Allemagne triomphait vraiment. Juin 40, la France vient de capituler devant les armées nazies. Quand Hitler vient à Paris, tous les compositeurs allemands ou autrichiens d'origine juive qui avaient pu s'y réfugier sont partis pour New York. Pour ceux qui sont restés en Allemagne, les choses sont complexes. Faute de compositeurs, on se tourne vers le répertoire de Franz Lehár en réorchestrant contre son gré des œuvres anciennes comme La Veuve joyeuse dans le sens de la revue de music-hall. On massacre aussi les textes des couplets en détruisant l'ironie et la poésie des airs chantés. Die lustige Witwe am Gärtnerplatz-Theater, die berühmte mit Johannes Heesters, die am Silvester 1938 Premiere hatte, die ist eigentlich exemplarisch für den Operettenstil des Dritten Reichs. Das Pech von Lehár war, dass Adolf Hitler die Inszenierung gesehen hat und so begeistert war, dass er mindestens 4-mal hier im Theater Heesters gesehen hat. Und danach war natürlich ein Protest Lehárs wirkungslos. Franz Lehár à Paris. Bien qu'il n'écrive plus depuis l'instauration du régime nazi qui dénature sa musique, Lehár, d'origine hongroise, a accepté de jouer le rôle de compositeur officiel du Troisième Reich. Le grand compositeur est venu diriger lui-même à la Gaîté Lyrique la 1038e représentation dans la capitale de la célèbre opérette Le Pays Sourire. Cette résignation a une raison. Franz Lehár cherche à protéger son épouse de confession juive. Insofern ist es eine Ironie der Geschichte, dass Lehár zwar der meistgespielte Operettenkomponist des Dritten Reichs war, dass aber seine ästhetischen Intentionen keine Rolle mehr gespielt haben. En 1943, dans les camps de concentration, c'est aussi par le biais de l'opérette que Germaine Tillon, une résistante française, tente de survivre avec ses compagnes d'infortune. Elle écrit secrètement Der Verfügbar aux Enfers. Elle y rassemble des airs connus comme celui des conspirateurs de Charles Lecoq pour évoquer le départ au four crématoire. Pas réellement une opérette dans le sens cet ouvrage s'inscrirait dans la tradition de l'opérette française ou de la tradition de l'opérette allemande, pas du tout, puisque c'est un ouvrage qui a été construit à partir d'éléments musicaux qui ont été pris dans des répertoires différents.
Germaine Tillon, avec ses co-détenus, a composé cet ouvrage en empruntant à l'opéra, à l'opérette effectivement, mais aussi à la chanson populaire, à la chanson scout. Elle fera même une pointe d'ironie en allant chercher jusqu'à la musique publicitaire, puisqu'on aura un texte sur Rutabaga, qui est l'essentiel de la nourriture, sur la musique publicitaire de la chicorée Villot. Germaine Tillon a survécu. En revanche, de nombreux artistes d'opérette sont morts en déportation. Les compositeurs qui ont réussi à échapper à la Gestapo sont tous passés par New York. Emmerich Kallman parvient à se faire jouer sans grand succès, puis finira ses jours en France. Kurt Weill triomphe sur les scènes de Broadway. Paul Abraham, célébrissime en Allemagne mais inconnu en Amérique, ne parviendra pas à se faire jouer et sera interné en hôpital psychiatrique. Oscar Strauss, qui dès 1932 a fait carrière comme auteur de musique de film à Hollywood, voit son opérette Rêve de valse, créée en 1907, prendre sa place dans le répertoire. L'opérette, pour résister à la concurrence du cinéma et de la comédie musicale américaine, se transforme en revue à grand spectacle comme l'Auberge du Cheval Blanc. Im weißen Rössel am Wolfgangsee, dort steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das hast du verloren im weißen Rössel am See. Cette opérette de l'Autrichien Benatzky, créée dans les années 30, fait une seconde carrière mondiale dans les années 50 sur la scène du Châtelet à Paris. En France, l'opérette, soutenue par de grands interprètes comme Annie Cordy, Mariano et Bourvil, innove sous forme de grands spectacles sur la musique de Francis Lopez. Ce qui a fait un mal terrible à l'opérette, c'est Francis Lopez. Pourquoi? Je ne veux pas dire par là, récemment ils ont rejoué Le Chanteur de Mexico, ça a eu un succès fou. Et moi-même j'adore réécouter Luis Mariano et La Belle de Cadix, et moi-même j'adore ça. Mexico, Mexico. C'est au soleil qui chante. Le tabaret de recours pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Les paroles de Raymond Vinci, c'est quand même, on ne peut pas faire plus nul. Même si on se force, même si on cherche, même si on se fouette, on ne peut pas faire plus nul. Bon. Travailler sur un échafaudage, ce n'est pas toujours très rassurant. Mais ça offre aussi des avantages, on ne s'ennuie pas un seul instant. Demandez au gars du bâtiment. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Le vertige, Barry. Quand on voit Paris d'en haut, on se dit qu'il n'est rien de plus beau. Lopez a apporté un très très grand souffle nouveau à l'opérette française par son style espagnol, son style
lyrique méridionale. Je reconnais que Lopez est un élément très important pour la préservation de l'opérette. Ça, c'est certain. Je vois la ruée des gens qui, quand ils savent que l'opérette est un Lopez, viennent déjà s'inscrire pour dans 6 mois. Ça n'arrive pas avec un autre compositeur. Les succès de La Belle de Cadix en 1945 et du Chanteur de Mexico en 1951 au Châtelet ont propulsé Francis Lopez en compositeur incontournable de la scène de l'après-guerre. En 1952, pour La Route fleurie, Francis Lopez cherche à compléter sa distribution qui comprend déjà Guétari et Bourvil. Nous nous sommes connus un beau soir dans la rue quand vous êtes venus à Honolulu. Je menais la revue du Bœuf sur le toit de Bruxelles. Et un soir, on me dit, il y a un monsieur qui veut absolument te parler. Je dis, oui, qui c'est? Francis Lopez. Je dis, qui c'est ça? Je m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois. Donc ce Francis Lopez, il me dit, j'écris une opérette pour Paris, pour l'année qui vient, et j'aimerais bien vous avoir. Oh, je dis non, monsieur, moi ça m'intéresse pas, vous savez. Moi je suis bien ici chez mon papa et ma maman, je gagne bien ma vie, je veux pas aller à Paris. Perrette, où allez-vous? Perrette, où allez-vous? Bon alors, je dis ça à mon patron du Bœuf sur le toit, il me dit, mais tu vas pas bien, mais tu te rends compte, une petite Belge qui pourrait faire peut-être une petite carrière en France, mais tu n'auras plus jamais ça. C'est la vie de poème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Et donc je fais couple avec Bourvil, et Bourvil, à qui je demandais pendant toutes les répétitions, et je dis, c'est bien ce qu'on va faire. Et Bourvil me disait, jamais personne ne va rire avec ce qu'on fait. On est arrivé sur scène, on a joué 4 fois l'opérette. À chaque phrase qu'on disait, ouah, les gens rigolaient. Et bêtés, on se regardait. Hein. Lui comme moi, Bourvil comme moi. Et ça a été le succès qu'on a connu après. C'est un bal musette pour les gigolettes, le bal à Jojo, la fleur bleue. Mais les femmes du monde qui se dévergondent viennent y chercher du curieux. Là-bas, toutes les pépées sont encore chippées pour la chalouper. Là-bas, tous les malabars portent des costards épinards. Et pour l'émotion, pour le grand frisson, il y a de la bagarre au bidon. Et pendant ce temps-là, sur un air de Java, il y a Jojo, la fleur bleue, qui vous sort le grand jeu. Quand on voit ses dix doigts à la fois, caresser son bignou, ça vous en fiche un coup. Après, je refais encore un Francis Lopez, Raymond Vinci. C'était une bonne équipe. Tête de linotte avec Jean Richard. Moi, je serai toujours toute ma vie. Tête de linotte. Moi, j'aurai toujours des petites manies et des marottes. Sacrée petite tête de linotte. Sacrée petite tête de linotte. Sacrée petite tête de linotte. De linotte, de linotte, de linotte, de linotte, de linotte. Awa, 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 awa. Hey. Dans les années 50 et 60, des petits spectacles musicaux insolents et de qualité subsistent sur les scènes parisiennes comme Les Belles Bacchantes de Robert Derry et ses Branquignoles, La Tour Eiffel qui tue de Georges Van Paris ou Irma la Douce de Marguerite Monod, repris à Broadway puis adapté au cinéma. Par la suite, faute de création, l'opérette décline assez rapidement en France. Il y a eu dans les années 50... 60, 70, ce phénomène du déclin de l'opérette, une des raisons, ça a été la fermeture du Châtelet. Hein, ça a été dramatique. Les autobus venaient de toute la France, de toute l'Europe, remplir le Châtelet pour aller voir Luis Mariano, Bourvil. Et le jour où la ville de Paris a décidé de faire du Châtelet un opéra seria et non plus un lieu d'opérette et de divertissement, les autobus ne sont plus venus, la province n'est plus venue.
Mogador, un certain nombre de théâtres qui faisaient de l'opérette, les Gaîtés Lyriques, etc., ont fermé. L'opéra comique, quand la Bastille a été construite, a été laissé à l'abandon. Et donc l'opérette n'était plus jouée qu'en province, en général, et de façon assez poussiéreuse dans nos maisons de province. Mais en Allemagne et en Autriche, l'opérette conserve sa place dans le grand répertoire, servi par le disque avec de très grands interprètes. Elle survit aussi à la télévision, adaptée avec plus ou moins de bonheur. Schlug wohl aus der Art, ließ mir ein hübsches Erbe. Da ward mir Angst, dass ich am End das Renommee verderbe. Spuk macht ich alle Fenster auf, ließ die Dukaten springen, wie ein echter Luxemburg Geld unters Volk zu bringen. Also ganz sicher hat die Kraft durch Freude Operette Unheil angerichtet, ganz sicher. Aber ebensolches Unheil hat angerichtet die restaurative Haltung von vielen Operettenmachern nach dem Zweiten Weltkrieg. Die hat wirklich alle schlechten Witze nicht nur gemacht haben, sondern womöglich noch verdoppelt und verdreifacht. Du, der Großfürst hat mir einen Antrag gemacht. Was? Das sind keine parodistischen Elemente, das sind Blödelelemente. Ja, man muss sich, glaube ich, nur die Fernsehproduktion der 70er Jahre anschauen, um zu verstehen, warum die Operette nicht mehr beim jungen Publikum ankam. Fesch, do, rut, do, stellt, do, gsult. Doch so ein Ungarmadel braucht ein fesches Ungarmandel mit Temperament. Das hatte wenig mit der ursprünglichen Operette zu tun, wie sie zu ihrer Entstehungszeit aufgeführt wurde. Das, ja, man denkt eher so an die Softpornos der 70er Jahre, die damals entstanden sind. So in dieser Ästhetik wurde das Ganze verfilmt. Das konnte natürlich nicht weitergehen. Das war eine Sackgasse. Aujourd'hui, après une éclipse d'une trentaine d'années, en Allemagne comme en France, l'opérette semble ressusciter sur scène. À Dresde, dans l'ex-Allemagne de l'Est, un théâtre dédié à l'opérette fait salle comble tous les soirs avec une dizaine de productions par an. Et c'est toujours Offenbach qui vient en tête de la programmation. Für uns ist ganz wichtig, nicht einfach Operette zu spielen, weil es die Leute die Musik gern hören, sondern wir wollen ein ganz lebendiges, vitales Theater spielen. Und da steht bei uns der Offenbach ganz oben. Und haben damit großen Erfolg, weil wir haben dann mit diesen Werken plötzlich etwas zu unserer Zeit zu sagen. Und alles, was dann drumherum in dem Werk erzählt wird, denken Sie nur an Ritter Blaubart, die Verbeugungszeremonie vor dem unfähigen König Bobesch zum Beispiel. Solche Dinge gibt es ja heute auch noch. Agnac ça, allons bon. Ah mais s'il faut que la reine fasse un petit voyage et qu'elle sacrifie son génie sur la bonne heure, la reine partira en voyage et mon peuple les paiera, les génisses. Oui, mes enfants, vous les paierez.
moi j'estime qu'il devrait y avoir à Paris, je l'ai toujours dit, il devrait y avoir un théâtre qui ne serait consacré qu'aux œuvres d'Offenbach. Offenbach mériterait d'avoir un théâtre consacré à son œuvre. À Munich, il y a la Operettenhaus, Komischoper à Berlin et Volksoper à Vienne, qui est consacré à ce répertoire. Et en France, c'est un répertoire qui effectivement est extrêmement méprisé. Jedwede Art von Unterhaltung ist Lebenshilfe. Und eine musikalisch-theatralische Unterhaltung ist besonders charmante Lebenshilfe. Weil es nimmt ein Lebensgefühl mit. Es nimmt ein Lebensgefühl mit wie nach einem exzellenten Konsum. Wie nach einem wunderbaren Essen, nach einer fantastischen Flasche Wein. Voilà, voilà la vie parisienne avec plaisir. Après ton haleine, oui, voilà, voilà la vie parisienne, voilà, voilà